Je m'appelle David, j'ai 32 ans. Pendant une décennie, j'ai versé jusqu'au dernier centime de mon salaire durement gagné pour maintenir ma famille à flot, pour finalement être complètement déshérité afin que mon frère, l'enfant chéri, puisse financer son mode de vie fictif. Alors que j'étais assis à cette même table de salle à manger que j'avais payée pour faire rénover de ma propre poche, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit, la maison, les économies, l'héritage, tout va à ton frère. Ils ont balayé d'un revers de main ma décennie de sacrifices financiers et émotionnels comme si je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique de billets conçu spécifiquement pour leur confort. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Le bien immobilier de premier choix qu'ils venaient de lui transmettre avec tant de fierté était déjà en train de sombrer sous le poids d'une dette toxique massive. Et le pouvoir absolu de sauver ou de détruire cette propriété était sur le point d'atterrir directement sur mon bureau. Et en ce moment même, ils se tiennent devant la porte de mon appartement, frappant contre le bois, suppliant pratiquement pour obtenir ma clémence. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai retourné la situation face aux personnes qui m'ont élevé, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Tout a commencé un mardi soir ordinaire, par un SMS qui a brisé la fragile illusion de loyauté familiale à laquelle je me rattachais encore. Le bourdonnement métallique et sec de mon smartphone a vibré agressivement contre le comptoir en granit de la cuisine de mon appartement du centre-ville d'Omaha. J'ai ramassé l'appareil, m'attendant sincèrement à un courriel tardif de mon entreprise concernant un audit à venir. Au lieu de cela, l'écran a illuminé ma cuisine sombre avec un message de ma mère. Les mots brillaient sur l'écran lumineux, direct, exigeant et dénué de toute excuse, le paiement de la maison est dû. Nous avons besoin de 5 000 $ d'ici vendredi. Envoie-les sur le compte de Léo pour qu'il puisse s'occuper du virement. Je suis resté là, dans le silence et l'isolement de ma cuisine, les yeux fixés sur l'écran, laissant l'audace pure de ces mots m'envahir. Un mois auparavant, ils m'avaient publiquement dépouillé de tout droit futur sur cette même maison. Ils avaient remis les clés du royaume à mon jeune frère, Léo, le déclarant héritier légitime de tout ce qu'il possédait. Et pourtant, lorsque la facture réelle arrivait, ils s'attendaient toujours à ce que je sorte mon portefeuille. Ils s'attendaient toujours à ce que je joue le rôle du bon fils obéissant qui ne pose jamais de questions, ne réclame jamais de respect et paie toujours l'addition. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier numérique. Pendant des années, ma réponse par défaut aurait été une assurance rapide et anxieuse. Je me serais connecté à mon application bancaire, j'aurais vérifié le solde de mon compte courant, transféré les fonds immédiatement, annulé mes projets de week-end et acheté des provisions bon marché pour le mois suivant, simplement pour m'assurer qu'ils soient à l'aise. J'étais profondément conditionné à réparer leurs erreurs. Mais l'homme qui faisait cela n'existait plus. Il était mort le soir de ce fameux dîner de famille. J'ai tapé exactement 5 mots, ce n'est pas ma responsabilité. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone, je l'ai jeté sur le canapé en cuir de mon salon et je me suis approché de ma grande baille vitrée. La silhouette d'Omaha brillait intensément contre le ciel nocturne, calme et indifférente à la tempête émotionnelle massive qui se préparait dans ma vie. En bas, les voitures avançaient lentement sur la chaussée glissante et trempée par la pluie. Des gens ordinaires qui rentraient chez eux retrouver leur famille. J'ai regardé ces phares et je me suis demandé combien de ces personnes se sentaient réellement en sécurité avec leurs proches. Je me suis demandé combien d'entre elles connaissaient le montant exact en dollars que coûtait leur loyauté. Sur ma table basse en chêne massif reposait un dossier en carton jaune, épais et lourd. Il était rempli à ras-bord de vieux reçus, de relevés bancaires officiels et de chèques annulés. 10 ans de ma vie, soigneusement classés par date et par dépense. L'intégralité de mes années de la vingtaine était enterrée dans ce dossier en carton bon marché. Chaque fin de soirée passée à faire des heures supplémentaires au bureau. Chaque vacances manquée avec des amis. Chaque paire de chaussures de travail usées que je refusais catégoriquement de remplacer afin de pouvoir envoyer de l'argent chez mes parents. Je n'ai pas commencé par être amer. J'ai commencé en tant que fils qui voulait simplement voir ses parents sourire et vivre sans le poids écrasant de l'anxiété financière. Je voulais être celui sur qui on pouvait compter. Dans une famille de la classe ouvrière américaine, on vous enseigne dès le premier jour que les liens du sang sont plus forts que tout. On vous dit que lorsque la famille se serre les coudes, tout le monde survit aux hivers rigoureux et aux crises économiques. On vous dit que la famille est votre ultime filet de sécurité. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que parfois vous êtes le seul à contribuer,
tandis que tous les autres se contentent de survivre grâce à votre sueur et à votre souffrance silencieuse. Le SMS de ma mère ce soir n'était pas une simple demande d'argent. C'était une exigence de soumission totale. C'était sa façon de me faire comprendre que, peu importe la façon horrible dont il m'avait traité lors de ce dîner, il possédait toujours mon sens du devoir. Il croyait que mon sentiment de culpabilité profondément ancré l'emporterait automatiquement sur mon respect de moi-même. Mais la lourde chaîne de fer était enfin brisée. Je pouvais sentir la vérité froide et dure s'installer profondément dans ma poitrine, remplaçant l'anxiété par un calme étrange et libérateur pour comprendre exactement comment j'en étais arrivé à ce point de rupture absolue. Comment un fils dévoué pouvait tourner le dos à sa propre chair et à son sang. Il vous faut comprendre le prix exorbitant que j'ai payé pour les maintenir en vie. Cela n'a pas commencé par un défaut de paiement de prêt hypothécaire. Cela a commencé par une nuit d'hiver glacial, il y a 10 ans, lorsque la belle illusion de notre famille heureuse a exigé pour la première fois une rançon massive qui allait changer ma vie. J'avais 22 ans, je venais de terminer mes études et j'occupais un emploi de débutant éreintant dans la finance, qui payait à peine de quoi couvrir le loyer de mon modeste appartement et mes courses hebdomadaires. Je conduisais une vieille berline délabrée qui tremblait violemment chaque fois que je m'engageais sur l'autoroute. Malgré mon maigre salaire, j'avais réussi à économiser méticuleusement $15 000 sur mon compte d'épargne. Je sautais des repas. Je n'achetais jamais de nouveaux vêtements. Et j'évitais activement de sortir avec mes collègues ou amis. Cet argent était mon filet de sécurité, ma fondation pour un avenir que je voulais désespérément bâtir. Puis, le coup de téléphone de minuit est arrivé, déchirant le silence de mon minuscule appartement. Mon père s'était effondré dans l'allée en déblayant la neige. Son cœur lâchait rapidement. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital à travers une tempête de neige aveuglante du Nebraska, le genre de blizzard qui rend les routes complètement invisibles et traîtresses. J'ai serré le volant jusqu'à en avoir les articulations toutes blanches, priant n'importe quelle force supérieure pour ne pas arriver trop tard. Quand je suis enfin arrivé aux urgences, les lumières fluorescentes crues et impitoyables donnaient à ma mère 10 ans de plus que son âge. Elle pleurait de manière hystérique dans la salle d'attente, serrant un gobelet en polystyrène contenant un affreux café d'hôpital comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Le cardiologue a déclaré qu'il avait besoin d'un pontage coronarien d'urgence immédiatement. Le problème majeur résidait dans son assurance maladie. Il avait laissé ses cotisations expirer des mois auparavant, et sa couverture actuelle était un désastre absolu. L'administration de l'hôpital exigeait un paiement direct massif de notre poche avant de pouvoir procéder aux soins post-opératoires spécialisés et à la rééducation intense nécessaire pour qu'il survive à l'opération. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai marché droit le long du couloir stérile vers le service de facturation, j'ai sorti ma carte de débit et j'ai vidé l'intégralité de mon compte d'épargne sans réfléchir. $15 000 envolés en un clin d'œil. J'ai regardé le reçu s'imprimer, le bruit mécanique résonnant dans le couloir vide, marquant la fin de mon indépendance financière. Lorsque mon père s'est enfin réveillé quelques jours plus tard, je me tenais juste à côté de son lit d'hôpital, épuisé mais soulagé. Il m'a regardé, a fait un signe de tête faible et dédaigneux, et a immédiatement tourné la tête pour regarder la télévision fixée au mur. Il n'y a pas eu de merci. Il n'y a eu aucune reconnaissance du fait que son fils aîné venait de se ruiner pour lui sauver la vie. J'ai passé outre. Je me suis dit que sa survie était la seule récompense dont j'avais besoin. Je me suis dit que les hommes de sa génération dure à la tâche ne savaient tout simplement pas comment exprimer correctement leur gratitude. Mais les sacrifices ne se sont pas arrêtés là. Ils n'ont fait qu'augmenter, vidant lentement ma vie de sa substance. 2 ans plus tard, ce fut au tour de Léo de réclamer mes ressources. Léo était l'enfant chéri incontesté de la maison. Il avait 4 ans de moins que moi, doté d'un physique d'acteur de cinéma et d'une langue bien pendue capable de charmer un serpent hors de son panier. Alors que j'étais pragmatique, calme et travailleur, Léo était bruyant, arrogant et plein de visions grandioses et irréalistes d'une immense richesse. Il a convaincu mes parents qu'une université publique standard était totalement en dessous de son potentiel. Il soutenait qu'il devait aller dans une université privée coûteuse pour étudier l'entrepreneuriat commercial. Le gros problème était que mes parents n'avaient plus aucun fonds universitaire de côté pour lui. Ils avaient dépensé chaque centime supplémentaire pour vivre bien au-dessus de leurs moyens afin de sauver les apparences dans leur quartier de banlieue. Une fois de plus, tous les regards se sont tournés vers moi. Je venais de décrocher une petite promotion et une modeste augmentation de salaire.
Au lieu de quitter mon studio exigu ou d'investir dans un plan d'épargne retraite pour assurer mon propre avenir, on m'a manipulé pour que j'assume le lourd fardeau des études de Léo. 10 000 $ par an pendant 3 années éreintantes, soit 30 000 $ au total. Je travaillais 60 heures par semaine au cabinet. Je prenais des contrats de comptabilité en indépendant, équilibrant les comptes désordonnés de petites entreprises locales durant mes week-ends simplement pour joindre les deux bouts. Je faisais mes courses dans des supermarchés de déstockage et je mangeais des sandwichs à la dinde froid à mon bureau pendant que mes collègues sortaient manger des repas chauds. Pendant ce temps, Léo traitait ses années d'université comme des vacances de luxe toutes dépenses payées. Alors que je travaillais tard le jour de Thanksgiving, mangeant des restes seul au bureau, Léo publiait des photos éclatantes de canquins, parlant de réseautage avec de futurs investisseurs. Il achetait des vêtements de marque coûteux. Il a même loué une voiture de luxe neuve pour laquelle mes parents ont joyeusement co-signé. Chaque fois que j'évoquais ses habitudes de dépenses imprudentes et exaspérantes auprès de ma mère, elle me faisait immédiatement taire avec la même excuse fatiguée et recyclée. Elle disait, Léo doit soigner son image pour réussir dans le monde compétitif des affaires. Elle me disait que je ne comprenais pas le fonctionnement du réseautage de haut niveau parce que je n'étais qu'un rouage de l'entreprise dépourvu de véritable vision. J'ai ravalé ma fierté. J'ai mordu ma chique et j'ai continué à signer des chèques mois après mois, année après année. Je croyais sincèrement et profondément qu'une fois diplômé, il bâtirait une carrière réussie et me rembourserait, ou du moins qu'il soulagerait nos parents vieillissants de la pression financière afin que je puisse enfin me reposer. J'étais d'une naïveté incroyablement stupide. Le moment décisif, l'ultime sacrifice qui a failli briser complètement mon esprit, s'est produit lorsque j'avais 27 ans. Un cabinet d'expertise comptable très prestigieux de Chicago m'a proposé un poste d'analyste senior. Le salaire de départ était de 85 000 $ par an avec d'excellents avantages sociaux et une voie claire vers le partenariat. C'était mon ticket d'or pour quitter Omaha. C'était ma seule véritable chance de construire une vie qui m'appartienne enfin. J'avais la lettre d'offre officielle imprimée, posée sur le comptoir de ma cuisine. Je relisais ces mots chaque soir avant de me coucher, rêvant de l'horizon de cette grande ville dynamique, de l'indépendance, du respect professionnel que je désirais tant depuis si longtemps. Puis une violente tempête estivale a traversé le Nebraska, apportant des vents violents et de la grêle qui ont complètement détruit le toit de la maison de mes parents. L'eau s'infiltrait abondamment dans les chambres et le salon, ruinant les cloisons sèches et les parquets. Le remboursement de l'assurance a été dérisoire en raison d'une vieille police bon marché que mon père avait obstinément refusé de mettre à jour pour économiser quelques dollars par mois. La maison allait subir des dommages structurels irréversibles dus à l'eau si elle n'était pas réparée immédiatement. Ma tante Sylvia, la sœur aînée de ma mère, m'a appelé ce soir-là précisément. Elle venait de traverser un divorce public très amer et prêchait constamment la loyauté familiale à quiconque voulait bien écouter ses diatribes misérables. Elle a utilisé son ton le plus acerbe et le plus manipulateur pour me culpabiliser et me soumettre. Elle a dit, la famille reste soudée contre vent et marée, David. Elle m'a rappelé les funérailles de mon grand-père, comment nous nous tenions tous près de la tombe en promettant de prendre soin les uns des autres. Elle a ajouté, si tu fais tes bagages et pars pour Chicago maintenant, à la poursuite d'un salaire mirobolant, tu abandonnes tes propres parents dans l'horreur la plus sombre. Quel genre de fils égoïste et sans cœur fait cela? J'ai cédé. J'ai sombré complètement sous le poids immense de cette culpabilité fabriquée de toutes pièces. J'ai envoyé un courriel déchirant pour refuser cet emploi à Chicago qui aurait changé ma vie. J'ai pris l'argent durement gagné que j'avais méticuleusement économisé pour mon déménagement en ville et j'ai payé 8 000 $ à un entrepreneur local en toiture pour remplacer leur toit détruit. Je suis resté à Omaha, enchaîné à un emploi médiocre, regardant mes grands rêves s'évanouir dans le néant. Chaque fois que j'évoquais ces tuiles sombres en passant devant leur maison, une pierre lourde et étouffante s'installait au fond de mon estomac. Je leur ai donné l'intégralité de ma vingtaine. Je leur ai donné mes économies, mes opportunités professionnelles, ma tranquillité d'esprit et ma jeunesse. Je pensais que mon investissement massif en sueur et en effort au sein de cette famille m'avait au moins valu une place de respect à leur table. Je pensais qu'ils reconnaissaient que j'étais la fondation solide et incassable qui empêchait leur vie fragile de s'effondrer totalement. J'avais complètement tort. Une fondation n'est faite que pour qu'on marche dessus, et ils s'apprêtaient à m'écraser entièrement. Le point de non-retour est survenu par une fraîche soirée d'automne. Mes parents nous ont invités, Léo et moi, pour un dîner de famille officiel. J'ai ressenti un rare moment d'optimisme sincère en me rendant dans leur maison fraîchement recouverte d'un toit neuf.
J'avais récemment passé des heures à aider mon père à régler des problèmes de facturation médicale complexes liés à un examen récent, et j'avais faussement supposé que ce dîner était un petit geste de gratitude, attendu depuis bien longtemps. Nous étions assis autour de la lourde table de salle à manger en chêne. J'ai caressé le grain lisse du bois avec mon pouce. Je connaissais chaque égratignure et chaque rainure de cette table car j'avais payé un menuisier professionnel $800 pour la rénover 2 ans auparavant, lorsque ma mère s'était plainte qu'elle avait l'air démodée pour recevoir son club de lecture. Ma mère a apporté fièrement un grand rôti de bœuf, souriant chaleureusement à Léo, qui était occupé à envoyer des SMS sur son tout nouveau smartphone, nous ignorant totalement ainsi que le repas préparé pour lui. Au milieu du dîner, mon père s'est raclé la gorge bruyamment et a délibérément posé sa fourchette en argent sur son assiette en porcelaine. La pièce est devenue d'un calme de mort. Il a regardé ma mère, qui lui a fait un signe de tête encourageant et complice, puis il a regardé directement Léo avec une fierté immense. Nous vous avons invités tous les deux aujourd'hui parce que votre mère et moi avons fait une planification successorale sérieuse, a dit mon père, sa voix portant un poids autoritaire et sans compromis. Nous vieillissons et nous voulons nous assurer que l'avenir de la famille est parfaitement sécurisé et géré. Je me suis penché en avant sur ma chaise, m'attendant à une discussion pratique d'adultes sur des fiducies, des transferts de comptes de retraite ou des directives médicales en cas d'une autre urgence. Nous avons décidé, a poursuivi mon père, ses yeux se tournant enfin vers les miens avec un détachement glacial, que la maison, les comptes d'épargne et l'intégralité de notre héritage iront à Léo. Les mots sont restés suspendus dans l'air tiède, lourd, toxique et totalement dévastateur. J'ai arrêté de respirer. Le bruit ambiant du réfrigérateur de la cuisine qui bourdonnait à l'arrière-plan a soudainement semblé assourdissant à mes oreilles. Je l'ai dévisagé, attendant la chute. J'attendais le moment où il expliquerait que c'était un test, une plaisanterie ou qu'il mettait en place une fiducie conjointe. Léo a de très grands projets, est intervenue ma mère, sa voix artificiellement enjouée, rapide et extrêmement défensive. Il essaie de bâtir un empire immobilier massif. Il a besoin de capitaux. Il a besoin d'une base d'actifs solide à montrer à ses riches investisseurs pour obtenir des financements. Toi, David, tu es stable. Tu as ton petit boulot de comptable. Tu peux t'occuper de toi sans aucune aide. Ton frère mérite ce coup de pouce. Il a une véritable vision. J'ai serré mon verre d'eau si fort que le verre épais a gémi de manière audible sous la pression intense de mes doigts. Ton frère le mérite. Cette phrase venimeuse m'a frappé comme un coup de poing physique en plein estomac. $30 000 de frais de scolarité universitaire. $15 000 pour un cœur en état de marche. $8 000 pour le toit qui les abritait au sens propre. J'avais acheté et payé leur survie quotidienne au prix de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, et ils remettaient joyeusement et fièrement le titre de propriété au parasite prétentieux qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Vous lui donnez la maison, ai-je dit, ma voix dangereusement basse, vibrant d'années de rage contenue. La maison que j'ai réparée, la vie que j'ai payée. Vous lui donnez tout. Léo a levé les yeux au ciel de manière théâtrale et a ricané en prenant une longue gorgée de son vin rouge coûteux. Il ne me voyait pas. Il ne m'avait jamais vraiment vu. Il me regardait et voyait un cheval de trait, un outil pratique à utiliser jusqu'à ce qu'il soit émoussé et brisé. Alors que Léo était le magnifique chef-d'œuvre qu'il voulait exposer au monde, je me suis levé lentement de table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé mon assiette ni jeté ma lourde chaise en chêne. La trahison était bien trop absolue, bien trop profonde pour des éclats de voix ou des crises de colère. Je suis sorti directement par la porte d'entrée dans l'air froid de la nuit, laissant mon repas à moitié consommé sur la table que j'avais payée. Une semaine s'est écoulée dans un flou sombre et étouffant de colère silencieuse. J'avais besoin d'un rappel brutal à la réalité, j'ai donc organisé une rencontre avec mon meilleur ami, Marcus, dans un café animé du centre-ville. Marcus est un avocat d'affaires affûté et pragmatique qui passait des années à me mettre en garde contre la dynamique financière profondément toxique de ma famille. Assise juste à ses côtés sur la banquette en cuir se trouvait Sarah, une amie d'université qui travaillait actuellement comme responsable des prêts immobiliers seniors dans une grande banque commerciale locale. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était passé lors du dîner. Marcus a secoué la tête avec un dégoût absolu, marmonnant des choses sur les testaments contestés et l'abus de faiblesse, mais Sarah semblait physiquement malade. Elle continuait à regarder nerveusement autour du café bondé, ses mains tremblant légèrement avant de sortir un papier bancaire officiel plié de son sac à main de marque. « David, je risque toute ma carrière, ma licence et mon emploi en te montrant ceci,
a dit Sarah en faisant glisser le papier épais sur la table en bois, face cachée. Mais tu dois savoir exactement à quel genre de monstre tu as affaire avant que cela ne te détruise. J'ai déplié le document. C'était un relevé bancaire commercial hautement confidentiel. Mes yeux ont parcouru les chiffres noirs, les en-têtes en gras, et mon sang s'est glacé dans mes veines. Léo avait discrètement contracté une ligne de crédit massive, de plusieurs centaines de milliers de dollars, soi-disant pour financer ses grands projets commerciaux. Et le pire, c'est qu'il avait utilisé la maison nouvellement promise de mes parents comme garantie directe. Il avait hypothéqué l'intégralité de leur avenir pour financer son extrême vanité. Il flambe de l'argent liquide à un rythme insensé, a dit Marcus, pointant du doigt les déductions détaillées sur la page. Vol en première classe pour l'Europe, mensualité de location de voitures de sport de luxe, dîner dans des restaurants de grillade haut de gamme. Il ne construit pas une entreprise, David. Il joue les hommes riches sur le dos de tes parents. Et quand la maison sera saisie, ils viendront pleurer directement sur le pas de ta porte en exigeant que tu règles le problème. J'ai fixé le papier, une colère aveuglante se mêlant à une prise de conscience écœurante. Mes parents lui avaient remis les clés du royaume, et il était en train d'y mettre le feu de manière active. Mais en tournant la page pour passer à la deuxième feuille de ce document épais, un détail complètement différent a attiré mon attention. Mon cœur a cessé de battre dans ma poitrine. Il y avait un prêt personnel secondaire rattaché au dossier principal, d'un montant de 50 000 $. Et juste là, tout en bas de l'accord de cautionnement, figurait mon nom. Sarah, ai-je chuchoté, ma voix tremblant d'une fureur pure et absolue. Je n'ai jamais signé ce document. Je n'ai jamais autorisé cela. Sarah a grincé des dents, me regardant avec une profonde pitié. Je sais. Nous avons effectué un contrôle de sécurité secondaire lorsque le compte principal a été signalé pour des retards de paiement consécutifs. La signature est un faux très grossier. Léo a utilisé ton numéro de sécurité sociale et ton score de crédit impeccable pour obtenir illégalement cet argent supplémentaire. Si le débiteur principal fait défaut, tu es entièrement responsable. Ce n'était plus une simple dispute familiale mesquine pour un héritage. C'était un crime grave. Mon frère avait franchi la ligne définitive séparant un enfant gâté d'un criminel désespéré, et il avait traîné mon nom propre directement dans son chaos toxique. La menace d'une poursuite financière massive pesait lourdement sur moi. S'il faisait défaut, la banque s'en prendrait légalement à mon salaire, mes comptes de retraite, mes actifs, tout ce que j'avais péniblement construit à partir de rien. J'ai regardé Marcus, l'avocat impitoyable en lui calculait déjà les angles juridiques, se préparant à une guerre totale. Mais je n'avais pas encore besoin d'un avocat. J'avais besoin que mes parents voient le véritable monstre qu'ils avaient créé et protégé. J'avais besoin qu'ils regardent la preuve indéniable et juridiquement contraignante de sa trahison absolue. J'ai bêtement pensé que leur apporter la vérité factuelle leur ouvrirait enfin les yeux. Je pensais que le pire de la trahison émotionnelle était passé. J'avais si incroyablement tort. J'ai conduit directement du café à la maison de mes parents, enfreignant toutes les limites de vitesse de la ville. Les pneus de ma voiture ont crissé bruyamment sur la chaussée alors que je m'engageais de manière agressive dans l'allée. Je ne me suis pas donné la peine de frapper à la porte d'entrée. J'ai utilisé mon double de clés, déverrouillé le pêne dormant, et j'ai marché droit le long du couloir pour entrer dans la cuisine. Ma mère se tenait paisiblement près de la cuisinière, fredonnant un air doux tout en remuant une grande marmite de soupe au poulet. La cuisine sentait l'enfance et la sécurité, un contraste écœurant avec la réalité de la situation que j'apportais dans la pièce. Elle a levé les yeux, sincèrement surprise par mon entrée soudaine et brutale. « David, que fais-tu ici en plein milieu de la journée ?» a-t-elle demandé, essuyant ses mains nerveusement sur un tablier à fleurs. Sentant l'énergie sombre qui émanait de moi, j'ai jeté violemment les copies des documents bancaires sur l'îlot central de la cuisine. Les papiers se sont éparpillés sur le marbre, exposant les lignes surlignées d'une dette colossale et la signature falsifiée qui sautait aux yeux à l'encre noire. « Saviez-vous que Léo a hypothéqué cette maison même ?» ai-je exigé, ma voix résonnant sèchement contre les murs carrelés. Saviez-vous que votre précieux fils en or a contracté des centaines de milliers de dollars de dettes toxiques et a utilisé ce toit même que j'ai payé pour réparer comme garantie personnelle? La cuillère en bois de ma mère s'est figée en l'air. Les couleurs de son visage se sont complètement évaporées, la laissant pâle, vieillie et fragile. Elle s'est approchée de l'îlot, ses yeux parcourant rapidement les documents officiels, mais elle a explicitement refusé de les toucher, comme s'ils allaient lui brûler physiquement les doigts. «
De quoi parles-tu, a-t-elle bégayé, bien que ses yeux se soient tournés nerveusement vers le couloir. Elle savait quelque chose. Peut-être ne connaissait-elle pas l'étendue juridique exacte de la situation, mais elle savait absolument que Léo jouait avec leur sécurité financière de manière imprudente. Il se noie sous les dettes, maman. Il dépense l'argent du prêt pour de luxueux voyages en Europe et des voitures de sport. Et infiniment pire, il a falsifié mon nom sur un prêt personnel de 50 000 $. Il a commis un vol d'identité. Il a commis un crime de fraude contre son propre frère. J'attendais le choc. J'attendais l'indignation maternelle. J'attendais le moment décisif où ma mère réaliserait enfin qu'elle avait soutenu le mauvais fils toutes ces années. Au lieu de cela, elle a pris une inspiration profonde et tremblante, a redressé sa posture et a délibérément détourné le regard des papiers. Léo ne ferait jamais quelque chose d'aussi malveillant, a-t-elle dit, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure dur et défensif. Il est simplement très ambitieux. Il essaie de se construire un profil d'entreprise de premier plan. Parfois, dans le vrai monde des affaires, il faut prendre de grands risques inconfortables. Tu ne comprends pas parce que tu restes assis toute la journée dans un petit box sécurisé à faire des calculs. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ambitieux. Es-tu folle? C'est un voleur ordinaire. Il risque tout ce que vous possédez et il a volé mon identité pour le faire. Il m'expose à une poursuite judiciaire massive. Elle a fait un pas en avant, tendant une main tremblante pour toucher mon bras. Je me suis violemment écarté pour éviter son contact. David, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas un scandale juridique avec ça. Tu es si fort. Tu parviens toujours à trouver des solutions et à rebondir. Léo a désespérément besoin de ce capital pour réussir. Si tu vas à la police pour le signaler, tu vas ruiner toute sa vie. Aide-le simplement à éponger cette dette. Occupe-toi de ça. Juste cette fois encore. Sois le plus digne. La folie pure de sa demande m'a paralysé. Elle regardait la preuve indéniable de sa propre destruction financière et me demandait explicitement de sauter sur la grenade dégoupillée pour sauver la personne qui l'avait lancée. Elle voulait que je paie pour l'ultime privilège d'être volé par mon propre frère. J'ai regardé de près la femme qui m'avait élevé, et pour la toute première fois de mes 32 ans de vie, je n'ai absolument rien ressenti pour elle. Le puits profond de l'empathie et de la piété filiale s'était complètement et définitivement tari. Vous l'avez choisi, ai-je dit, ma voix totalement vide de toute émotion. Froide comme la glace. Vous lui avez tout donné. Maintenant, vous pouvez sombrer avec lui. Je lui ai tourné le dos et je suis sorti directement de la maison. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même une seconde, lorsqu'elle a commencé à pleurer et à m'appeler désespérément depuis le porche. Cela nous ramène à ce soir. De retour à ce SMS prétentieux exigeant le paiement de la maison un mois plus tard, après que j'ai répondu que ce n'était pas ma responsabilité. Je savais que la tempête allait quitter leur maison pour s'abattre sur ma propre porte. Et j'avais parfaitement raison. 2 heures après avoir envoyé ce SMS sans appel, des coups violents et incroyablement agressifs ont résonné dans mon appartement silencieux. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée et j'ai regardé par le Judas. Mon père, ma mère et Léo se tenaient dans le couloir faiblement éclairé. Le visage de mon père était rouge de colère. Léo avait l'air acculé comme un rat, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre, évitant de regarder directement la porte. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer complètement l'entrée avec mon corps. Je ne les ai pas invités à entrer. Quelle est la signification exacte de ce message, a hurlé mon père d'un ton sec, agitant son smartphone allumé sous mes yeux. La banque menace de procéder à une saisie immédiate. David, les investissements immobiliers de Léo sont temporairement bloqués pour le moment. Nous avons besoin de ces 5 000 $ immédiatement pour combler le manque avant vendredi. J'ai regardé directement Léo. Il refusait obstinément de croiser mon regard, fixant intensément le tapis du couloir. Léo a creusé ce trou béant, ai-je dit, mon ton froid, plat et totalement inflexible. Laissez-le trouver le moyen d'en sortir tout seul. Léo s'est soudainement emporté, faisant un pas en avant dans une démonstration pathétique de fausse bravade. Tu nous trahis complètement. Nous sommes ta famille de sang, et tu t'en vas de manière égoïste alors que nous avons le plus besoin de toi. J'ai laissé échapper un rire sec et amer qui a résonné et fait taire tout le couloir. Vous trahir?
J'ai porté toute cette famille sur mon dos brisé pendant 10 années éreintantes. Chaque facture médicale, chaque chèque de scolarité, chaque crise fabriquée de toutes pièces. J'ai sacrifié ma propre carrière et mon avenir pour vous. Et qu'avez-vous fait? Vous avez remis l'intégralité du domaine à un imposteur qui a utilisé mon nom pour voler de l'argent illégalement. La famille ne signifie pas que je suis votre banque personnelle sans intérêt. J'ai complètement terminé. Mon père s'est avancé agressivement, essayant d'utiliser sa stature physique pour m'intimider et me soumettre. Ce n'est absolument pas de cette manière que nous t'avons élevé à te comporter. Tu agis de façon incroyablement égoïste et vengeresse. Tu as cet argent à la banque. Paie cette satanée facture et nous pourrons nous asseoir et régler le reste plus tard comme des adultes. Non, ai-je dit, fixant mon père droit dans les yeux sans ciller. Je ne vous donnerai plus un seul centime. Vous avez fait votre grand investissement en Léo. Maintenant, savourez en les rendements. Ma mère a commencé à sangloter bruyamment. De vraies larmes de panique, cette fois-ci. David, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ils vont nous prendre la maison. Alors vous feriez mieux de commencer à faire vos bagages, ai-je répondu. J'ai reculé à l'intérieur et j'ai saisi la lourde poignée de la porte. Léo a ouvert la bouche pour lancer une autre insulte venimeuse, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction de terminer sa phrase. J'ai claqué la lourde porte en chaîne directement au nez de leur visage choqué. J'ai entendu le verrou se fermer avec une finalité profondément satisfaisante. De l'autre côté de la porte, dans le couloir, ils ont crié. Ils ont frappé furieusement sur le bois. Ils ont exigé que j'ouvre et que je me comporte comme un fils. Je suis retourné calmement dans mon salon, je me suis versé un grand verre d'eau glacée et je me suis assis sur le canapé en cuir dans un silence absolu et magnifique. J'étais enfin debout au centre de l'ouragan. Le chaos faisait rage violemment devant ma porte, mais chez moi, je ne m'étais senti aussi protégé et en paix. Mais je connaissais Léo. Il n'était pas du genre à sombrer en silence. S'il ne pouvait pas obtenir mon argent physiquement, il allait essayer de détruire ma réputation professionnelle. La véritable guerre, la plus laide, était sur le point de commencer et elle allait s'infiltrer dans chaque recoin de ma vie. Je pensais que le pire était passé. J'avais si incroyablement tort. Je me suis réveillé le lendemain matin sous les vibrations incessantes et agressives de mon smartphone qui glissait sur ma table de chevet en bois. Le soleil commençait à peine à se lever sur la silhouette d'Omaha, jetant une faible lumière grise à travers les stores de ma chambre. Je me suis retourné, le corps encore épuisé par la décharge d'adrénaline de la veille lorsque j'avais claqué la porte au nez de ma famille. Je pensais que c'était mon réveil. Ce n'était pas seulement un appel manqué ou un SMS unique. C'était un flux ininterrompu de notifications numériques. J'ai déverrouillé l'écran, chassant le sommeil de mes yeux fatigués, et j'ai découvert ma boîte de réception personnelle complètement inondée. Il y avait des dizaines de SMS provenant de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis près d'une décennie. Des messages directs sur Instagram de personnes avec qui j'étais au lycée, et même quelques messages confus et inquiétants de vagues connaissances professionnelles. Léo avait rendu publique sa guerre désespérée. Incapable d'enfoncer la lourde porte de mon appartement pour m'extorquer les $5000 dont il avait désespérément besoin, il avait utilisé Internet comme une arme. J'ai ouvert l'application Facebook, et l'information se trouvait là, tout en haut de mon fil d'actualité, largement mise en avant par l'algorithme en raison des nombreuses interactions qu'elle suscitait. Léo avait rédigé une longue publication de plusieurs paragraphes dans laquelle il se présentait comme l'ultime victime tragique et me dépeignait comme un méchant psychopathe, froid et calculateur. Il dressait un portrait hautement fictif et incroyablement toxique de notre dynamique familiale. Dans son récit complètement déformé, il était le jeune entrepreneur brillant et courageux qui tentait simplement de maintenir à flot le fier héritage familial pendant une période de crise économique difficile. Moi, en revanche, j'étais le grand frère cupide et fortuné qui avait égoïstement tourné le dos à nos parents vieillissants et vulnérables dans leur moment le plus difficile. Il affirmait explicitement par écrit que je laissais activement notre maison d'enfance se faire saisir par la banque par pure rancune et jalousie maladive face à son succès commercial imminent. Il utilisait des mots tels que trahison, abandon et abus envers les personnes âgées. La section des commentaires sous sa publication était un véritable dépotoir de jugement public. Des inconnus complets, des cousins éloignés et des membres de l'association locale des propriétaires du quartier me traitaient d'homme sans cœur, d'ingrat et de personne profondément toxique. Mais la blessure la plus profonde, le rebondissement particulier que je n'avais absolument pas vu venir,
était le commentaire principal épinglé juste sous son message d'origine. Il provenait de Chloé. Chloé était mon ex-petite amie. Nous étions sortis ensemble pendant 3 longues années avant qu'elle ne me quitte brusquement, se plaignant constamment que j'étais trop ennuyeux. Beaucoup trop économe et entièrement obsédé par l'aide financière apportée à mes parents au lieu de l'emmener dans des vacances luxueuses ou de lui acheter des bijoux coûteux. Et la voilà maintenant qui corroborait publiquement les mensonges dégoûtants de Léo. Elle avait rédigé un long commentaire très dramatique affirmant que j'avais toujours été incroyablement cupide, un manipulateur émotionnel et secrètement abusif derrière les portes closes. Elle disait avoir le cœur brisé pour mes pauvres parents en souffrance et qu'elle avait toujours su que j'avais une âme sombre. J'ai découvert plus tard, par un ami commun, la raison exacte pour laquelle Chloé avait pris le train en marche avec autant d'empressement. Léo l'avait contacté secrètement la veille en lui promettant une part généreuse dans son empire immobilier fictif si elle l'aidait à détruire complètement ma crédibilité publique. Elle avait toujours été attirée par les promesses clinquantes et l'illusion de la richesse, et Léo était passé maître dans l'art de vendre les deux. Cette campagne de dénigrement numérique était explicitement conçue pour me briser, pour m'embarrasser publiquement afin de me forcer à céder financièrement. Il pensait que la pression publique m'obligerait à ouvrir mon chéquier simplement pour mettre fin au cauchemar. Et malheureusement, sa campagne malveillante s'est infiltrée directement dans ma vie professionnelle. Lorsque je suis entré dans les bureaux du centre-ville de mon cabinet de finance d'entreprise ce lundi matin, l'atmosphère était lourde d'une tension inconfortable et étouffante. Les bavardages habituels du matin dans la salle de pause se sont brusquement arrêtés à la seconde où j'ai franchi le seuil. Les gens détournaient le regard avec insistance, trouvant soudainement la moquette incroyablement fascinante. Gavin, un collègue farouchement compétitif et notoirement impitoyable qui convoitait agressivement la promotion de cadre supérieur pour laquelle j'étais en lice, n'a pas perdu une seconde pour utiliser les rumeurs d'Internet contre moi. Il m'a coincé près de la machine à café haut de gamme, un sourire suffisant et satisfait plaqué sur le visage. Il portait un costume excessivement cher acheté spécifiquement pour projeter une fausse autorité. Week-end difficile sur Internet, David, a demandé Gavin, sa voix débordante d'une condescendance épaisse et d'une fausse sympathie. J'ai vu cette énorme publication sur les réseaux sociaux. Ma femme me l'a montré pendant qu'on prenait le petit déjeuner. C'est vraiment une mauvaise image pour quelqu'un qui vise un poste de direction dans cette entreprise prestigieuse que de jeter activement ses propres parents âgés à la rue pour une mesquine rancune. Les associés apprécient une moralité exemplaire. Tu sais, ils ne promeuvent pas des personnes ayant des vies personnelles chaotiques et scandaleuses. J'ai versé mon café noir lentement, gardant un contrôle physique absolu sur mes mains pour éviter qu'elles ne tremblent. Je me suis retourné et j'ai regardé Gavin droit dans ses yeux suffisants, mon visage affichant un masque parfait d'une indifférence glaciale. Tu devrais passer beaucoup moins de temps à te soucier du drame fictif de ma famille sur Internet et beaucoup plus de temps à t'inquiéter des erreurs comptables massives et hautement illégales dans tes rapports de dépenses du 3e trimestre, Gavin, ai-je dit. Ma voix totalement plate et professionnelle. Parce que les associés apprécient certainement les compétences mathématiques de base et la conformité fédérale bien plus qu'ils ne se soucient des potins de quartier. Il a ricané, le visage devenant rouge de colère, et s'est rapidement éloigné, mais les dommages causés à ma réputation se propageaient activement comme un virus à travers les bureaux. La seule personne qui m'a soutenu sans relâche a été Elena, une auditrice senior brillante et incroyablement perspicace dont le bureau était situé juste à côté du mien. Elle m'a pris à part dans une salle de conférence vide, m'a tendu une bouteille d'eau fraîche et m'a dit fermement de garder la tête haute. Elle m'a dit explicitement que ceux qui connaissaient vraiment mon intégrité et mon éthique de travail ne croiraient jamais une publication dramatique et mal écrite rédigée par un frère cadet sans emploi. But Léo ne se contentait pas des mentions « j'aime » sur Facebook et de la sympathie numérique. Il avait besoin de liquidités réelles, et le temps lui manquait rapidement avant que la banque ne finalise les documents. Le mercredi après-midi, la situation a dégénéré, passant d'un désagrément numérique à une véritable embuscade physique au sein de l'entreprise. J'étais assis à mon bureau, plongé dans l'analyse d'un dossier complexe d'évaluation des risques d'entreprise, lorsque les lourdes portes vitrées du hall d'entrée de l'entreprise se sont ouvertes avec fracas. La réceptionniste s'est levée sous le choc, son casque manquant de tomber de ses oreilles. J'ai regardé à travers la cloison vitrée transparente de mon bureau et j'ai senti mon sang se glacer. Mon père, ma mère et Léo traversaient agressivement le sol de marbre poli du cabinet, se dirigeant directement vers la division analytique où je me trouvais. Ils provoquaient intentionnellement une scène publique majeure. Le visage de mon père était sombre de rage, ses poings serrés contre ses flancs. Léo tenait un porte-documents en cuir épais,
vêtu d'un costume bon marché probablement acheté dans un magasin de déstockage, ayant tout l'air d'un gamin arrogant et délirant jouant au cadre supérieur d'entreprise. Ma mère les suivait de près, un mouchoir froissé à la main, tout à fait prête à jouer la victime et pleurer devant l'assistance. Tout l'étage du bureau a plongé dans un silence de mort. Des dizaines de mes collègues, y compris Gavin, ont arrêté de taper sur leur clavier et ont tourné la tête pour regarder ce spectacle incroyablement public se dérouler en temps réel. Je me suis levé lentement de mon fauteuil ergonomique, j'ai boutonné ma veste de costume ajustée avec une précision délibérée et je me suis avancé vers le plateau principal pour les intercepter avant qu'ils ne puissent atteindre mon bureau privé et compromettre des documents confidentiels de clients. Nous ne quitterons absolument pas ce bâtiment tant que tu n'auras pas signé ces documents juridiques, David, a annoncé mon père d'une voix forte, s'assurant que sa voix tonnante et autoritaire porte jusqu'au moindre box de l'étage. Tu as complètement ignoré nos appels téléphoniques. Tu as ignoré les larmes désespérées de ta mère. Tu vas assumer et régler ce gâchis financier à l'instant même. Léo s'est avancé avec assurance, sortant une liasse de documents juridiques de son faux porte-documents en cuir. C'est un nouvel accord de cautionnement hautement structuré, a dit Léo, sa voix teintée d'une arrogance venimeuse et d'une supériorité absolument imméritée. Il consolide la dette en suspens dans un nouveau forfait. Tu le signes, tu assumes la responsabilité, la banque commerciale retire sa procédure sur la maison, et j'obtiens les nouveaux capitaux dont j'ai besoin pour terminer mes projets de développement immobilier. Arrête de te comporter en lâche égoïste et fais ton devoir élémentaire de fils. Je suis resté parfaitement immobile, les bras croisés sur ma poitrine, rayonnant d'un défi absolu. Je vous ai dit exactement quelle était ma position dans mon appartement. Je ne signerai rien de ce que vous me présentez. Tu as commis un crime fédéral grave, Léo. Tu as falsifié ma signature légale sur un document financier contraignant. Sors de mon bureau immédiatement avant que je ne fasse intervenir la sécurité du bâtiment pour vous expulser pour violation de propriété. Ma mère a commencé à pleurer de manière hystérique sur commande, tournant légèrement son corps pour jouer devant le public captif de mes collègues stupéfaits. S'il te plaît, David, je t'en supplie à genoux. Tout le monde nous regarde dans ce bureau. Ne nous humilie pas ainsi en public. Nous sommes ta famille. Nous t'avons donné la vie. Vous vous êtes humilié tout seul, ai-je répondu, ma voix incroyablement stable, dénuée de toute chaleur ou affection familiale. Avant que mon père ne puisse se lancer dans une nouvelle crise de hurlements agressifs, les lourdes portes en acajou de la suite de la direction générale se sont ouvertes de grand angle. Le bourdonnement chaotique dans la pièce s'est instantanément évaporé. Monsieur Sterling, le président directeur général de l'ensemble du cabinet, est apparu dans le couloir. C'était un homme grand, incroyablement imposant d'une 60aine d'années, largement connu dans le milieu financier pour son sens impitoyable des affaires, ses costumes impeccablement coupés et sa tolérance zéro absolue pour le manque de professionnalisme dans son bâtiment. Il s'est avancé lentement et délibérément, ses chaussures en cuir italien faites à la main résonnant sèchement sur le marbre. La foule d'employés s'est immédiatement écartée devant lui comme la mer Rouge. Il s'est arrêté juste à côté de moi, fixant mes parents et Léo avec une expression de dégoût total et absolu. « Je sais parfaitement qui vous êtes », a dit Monsieur Sterling, sa voix remarquablement calme mais d'une autorité terrifiante. « Et je suis intimement informé du gâchis financier hautement frauduleux que vous avez créé de manière irréfléchie. La vie personnelle de David est généralement son affaire privée. Mais lorsque vous apportez vos tentatives d'extorsion pathétiques et désespérées sur mon plateau de négociation et perturbez mes employés, cela devient immédiatement mon affaire. » Léo a bombé le torse, essayant bêtement de paraître physiquement intimidant face à un homme qui valait des centaines de millions de dollars. C'est une affaire de famille privée concernant un héritage immobilier, vieil homme. Mêle-toi de tes affaires avant que je ne poursuive ce cabinet en justice. Monsieur Sterling n'a même pas sourcillé face à cette menace en l'air. Au lieu de cela, il a plongé calmement la main dans la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure et en a sorti un document officiel notarié. En réalité, jeune homme, ce n'est absolument plus une affaire de famille privée, a dit Monsieur Sterling, en remettant le document épais directement entre mes mains. Le visage arrogant de Léo s'est instantanément vidé de sa couleur. Il avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Mon père a fait un pas en arrière chancelant, la bouche grande ouverte sans qu'aucun son ne sorte. De plus, a poursuivi Monsieur Sterling sans perdre une seconde, tournant son regard perçant et glacial directement vers mon père, j'ai examiné personnellement et minutieusement le dossier d'employé de David et les dossiers financiers associés.
Y compris la signature falsifiée et incroyablement grossière que votre fils a utilisée pour obtenir illégalement la ligne de crédit secondaire. Mon équipe juridique d'élite prépare déjà les documents nécessaires pour déposer des plaintes pour fraude criminelle fédérale contre lui auprès des autorités. Monsieur Sterling a reporté son attention sur moi, posant une main ferme et d'un grand soutien sur mon épaule. David est la colonne vertébrale inébranlable de cette division analytique depuis des années. Il a un dossier impeccable et sans tache d'intégrité et de dévouement professionnel. Avec effet immédiat, je promeux officiellement David au poste de directeur principal de la gestion des risques, avec l'augmentation de salaire correspondante. Et comme tout premier devoir officiel dans ce nouveau rôle, je lui remets l'autorité complète, absolue et sans contrôle sur l'ensemble du portefeuille d'actifs en difficulté qui comprend actuellement votre propriété. Il a de nouveau regardé ma famille stupéfaite et terrifiée. La banque régionale ne possède plus votre maison. C'est David qui la possède, et il peut légalement autoriser le lancement de la procédure de saisie cet après-midi même s'il choisit de le faire. Le silence absolu dans le grand bureau était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Gavin, qui avait observé la confrontation avec impatience, espérant ma chute, semblait sur le point de vomir physiquement. Sa mâchoire en touchait presque son bureau. Ma mère a laissé échapper un étouffement sonore, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes alors que la réalité de la situation s'abattait sur elle. Léo a laissé tomber son porte-documents bon marché, les papiers falsifiés s'éparpillant inutilement sur le sol poli. Ils étaient venus dans mon sanctuaire pour m'humilier publiquement et me forcer à céder financièrement. Au lieu de cela, ils s'étaient jetés aveuglément dans un piège d'entreprise impeccablement exécuté et totalement inévitable. L'issue immédiate de cette confrontation dans le hall a été un modèle d'entreprise d'exécution rapide et impitoyable. Monsieur Sterling a simplement fait un signe de tête au chef de la sécurité du bâtiment. 4 agents de sécurité massifs en uniforme ont immédiatement encerclé ma famille muette et profondément humiliée pour les escorter fermement vers les portes de sortie vitrées. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas fait de scène. Ils n'ont plus exigé mon argent. Le choc sidérant des révélations juridiques de Monsieur Sterling avait complètement paralysé leurs cordes vocales. Ils comprenaient enfin que le rapport de force s'était définitivement et violemment inversé, et qu'ils étaient entièrement à ma merci. Mais je n'avais plus aucune pitié à leur offrir. J'avais passé 10 ans à leur accorder ma pitié, mon salaire et ma jeunesse, et ils m'avaient payé en retour par la trahison et une signature contrefaite. Cet après-midi-là, je me suis assis seul dans mon nouveau bureau d'angle extrêmement spacieux. La lourde porte en bois était fermée, étouffant les murmures excités de toute la division analytique. J'étais assis dans mon fauteuil de direction en cuir à dossier haut, fixant intensément le dossier juridique épais posé sur mon bureau en acajou immaculé. Il contenait le titre de propriété original de la maison de mes parents et la montagne de dettes commerciales toxiques que Léo avait illégalement liées à la propriété. La décision finale concernant leur sort m'appartenait entièrement. Le pouvoir reposait littéralement entre mes mains. Je pouvais choisir de restructurer le prêt, de leur offrir un taux d'intérêt très favorable, pour les renflouer une fois de plus. Je pouvais m'enchaîner à leur ruine financière sans fin pour les 30 prochaines années, en jouant le rôle du fils dévoué et sacrificiel. Ou je pouvais décrocher le téléphone, appuyer sur le bouton et laisser la réalité incroyablement dure et implacable de leur choix terrible s'abattre sur eux avec toute la force du système juridique. J'ai décroché le téléphone de mon bureau et j'ai composé le numéro du service juridique interne de l'entreprise. Le chef du contentieux a répondu à la deuxième sonnerie. Ici David Miller. J'autorise le lancement immédiat de la procédure de saisie sur la propriété répertoriée dans la section 4B du dossier, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, dénuée de toute hésitation ou regret. Rédiger les avis d'expulsion. Déposer les documents auprès du greffe du comté. Il n'y aura absolument aucune prolongation, aucun délai de grâce et aucun sauvetage familial secret. La procédure juridique, soutenue par les ressources immenses d'une grande entreprise financière, s'est déroulée avec une efficacité impitoyable et terrifiante. En quelques semaines, la réalité brutale de la situation est devenue de notoriété publique dans leur quartier résidentiel cossu et si prompt à juger. Cela s'est produit un mardi matin tranquille. Je sirotais mon café lorsque j'ai reçu un SMS d'un ancien voisin de lycée contenant un lien direct vers l'édition numérique du journal local d'Omaha. Le titre à la une de la section immobilière était simple, direct et brutalement objectif, saisie d'une propriété de banlieue à la suite d'un défaut de paiement majeur sur un prêt commercial. Juste sous le texte en gras se trouvait une grande photographie haute résolution de la maison de mon enfance. La porte d'entrée,
cette même porte que j'avais franchie des milliers de fois enfant, la porte que j'avais payée pour réparer, était hermétiquement scellée par du ruban de saisie jaune de la banque. Un grand avis officiel était cloué directement sur le bois. L'article d'investigation ne nommait pas explicitement Léo pour éviter des poursuites en diffamation, mais il détaillait la gestion financière désastreuse, la dette commerciale massive et l'expulsion immédiate des résidents âgés. Il n'avait pas vraiment besoin de le nommer. Dans une communauté de banlieue aussi soudée, où tout le monde assiste au même dîner de Thanksgiving et aux mêmes réunions de copropriété, les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de prairie. La façade entièrement artificielle et soigneusement construite que mes parents m'avaient sacrifiée pour maintenir était complètement anéantie en une seule matinée. La vérité indéniable sur les habitudes de dépenses folles de Léo, son absence totale de sens des affaires et son comportement frauduleux étaient exposés au grand jour. Les voisins qui m'avaient condamné sur la base de sa publication dramatique sur Facebook ont soudainement réalisé qu'ils avaient soutenu un escroc notoire. Ils ont appris les détails révoltants sur les vacances de luxe en Europe qu'il s'offrait pendant que ses parents luttaient. Les vêtements de marque coûteux qu'il affichait au club de golf local et les traites exorbitantes de sa Porsche qu'il priorisait pendant que le patrimoine de sa famille tombait en ruine. L'opinion publique s'est retournée à une vitesse fulgurante. Les comptes de réseaux sociaux très actifs de Léo, qui diffusaient quotidiennement un flux d'autopromotion arrogante et de mensonges vicieux sur mon intégrité, sont soudainement devenus muets. Il a supprimé son profil Facebook. Il a supprimé son compte Instagram aux milliers de faux abonnés. Il a nettoyé son profil LinkedIn pour masquer son historique d'emploi. Il a complètement disparu dans le vide numérique, incapable de faire face au retour de bâton massif de ses propres actes. Chloé, mon ex-petite amie opportuniste, a immédiatement paniqué en lisant l'article et en réalisant que le prétendu empire immobilier de Léo n'était qu'un château de cartes illégal et qu'il n'y aurait aucun profit ni vacances de luxe à soutirer. Elle a immédiatement supprimé son long commentaire calomnieux sous la publication d'origine. Quelques jours plus tard, elle a désespérément tenté de m'appeler sur mon téléphone portable personnel. J'ai laissé l'appel aller directement sur messagerie. Elle a laissé un message confus et pathétique, sa voix débordante de fausses sympathies et de larmes forcées. Elle prétendait avoir été manipulée et abusée émotionnellement par Léo, affirmant qu'il l'avait piégée pour qu'elle écrive ces choses affreuses et qu'elle avait toujours su, au fond d'elle-même, que j'étais un homme bon et honorable qui méritait mieux. Elle a même suggéré que nous nous retrouvions pour dîner afin de parler du bon vieux temps. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter le message en entier. Je l'ai arrêté au milieu, je l'ai supprimé de ma boîte de réception et j'ai bloqué son numéro définitivement. Je n'avais aucun intérêt à accepter les excuses hypocrites de traîtres fuyant un navire qu'ils avaient joyeusement aidé à s'aborder. Dans les bureaux de l'entreprise, l'atmosphère s'était complètement transformée en ma faveur. Gavin, le collègue féroce qui avait tenté d'utiliser mon drame familial pour voler ma promotion, a été formellement convoqué par le département des ressources humaines. Plusieurs de mes collègues, dont Elena, avaient officiellement signalé son comportement non professionnel, ses commérages malveillants et ses tentatives de créer un environnement de travail hostile. Les associés ne tolèrent pas le sabotage interne. Gavin a été officiellement placé en période probatoire stricte de 6 mois et a été définitivement écarté de toute perspective de promotion à des postes de direction. Sa carrière au sein du cabinet était effectivement terminée. Chaque fois que je passais devant son box, il évitait soigneusement mon regard, fixant son écran d'ordinateur, le visage blême d'humiliation. Le moment de réhabilitation le plus profond et le plus satisfaisant est toutefois venu de la communauté même qui m'avait condamné à la hâte. J'ai reçu un appel de Tom, le propriétaire de l'épicerie locale où mes parents faisaient leurs courses depuis plus de 20 ans. Tom était une figure très respectée dans le quartier, et il faisait partie de ceux qui m'avaient ignoré lorsque les mensonges de Léo s'étaient propagés. David, cet homme de l'épicerie. Sa voix grésillait légèrement au téléphone, lourde d'un regret sincère et d'un profond embarras. Je t'appelle aujourd'hui pour te présenter mes excuses officielles. Nous avons tous lu le journal. Nous avons tous entendu la véritable histoire de la bouche des responsables de la banque. Nous avons appris pour ses dettes massives, son refus de trouver un vrai travail et la façon dont il a égoïstement traîné tes pauvres parents dans la boue avec ses combines illégales. Nous ne connaissions pas la vérité, fiston. Nous avons juste vu une famille s'effondrer et nous avons bêtement cru la voix la plus forte et la plus dramatique. Je suis sincèrement désolé d'avoir douté de ton intégrité. Tu as toujours été un bon garçon qui travaillait dur. J'étais confortablement assis dans mon grand bureau d'angle, regardant la silhouette magnifique de la ville d'Omaha, et j'ai senti un sentiment de calme profond m'envahir tout entier. Ce n'est rien, Tom, ai-je dit, ma voix stable,
calme et totalement exempt de toute rancœur ou amertume. Tout cela est fini maintenant. La vérité finit toujours par éclater tôt ou tard. Je n'en veux absolument pas à vous ni à personne d'autre dans le quartier. Vous avez simplement réagi aux informations que vous aviez reçues. Je pensais chaque mot. Leur jugement passé n'avait plus aucun poids ni aucune influence sur mon état émotionnel. Le fardeau lourd et étouffant de maintenir ma famille toxique à flot, de m'inquiéter constamment de leurs urgences fabriquées, de sacrifier mon propre bonheur, mes économies et mon avenir pour leur confort, s'était complètement envolé. Mes parents ont finalement été contraints d'emballer à la hâte le peu d'affaires qu'ils pouvaient faire entrer dans le coffre de leur voiture. Ils ont dû s'installer dans un appartement bon marché, exigu et mal entretenu à la périphérie extrême de la ville, loin de leurs amis du club de golf. Ils ont perdu la belle table de salle manger que j'avais payée pour faire rénover. Ils ont perdu le toit solide et coûteux que j'avais payé pour remplacer. Ils ont perdu l'incarnation physique de leur statut social et de leur fierté. Ils avaient troqué volontiers et avec empressement ma loyauté inébranlable de 10 ans contre les promesses vides et étincelantes de Léo, et ils s'étaient retrouvés avec absolument rien d'autre que des dettes et de la honte publique. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me suis endormi ce soir-là sans programmer d'alarme mentale pour une crise familiale imminente. Je ne me souciais plus des factures d'hôpital, des frais de scolarité ou des documents falsifiés. La tempête était passée. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Je pensais que je pouvais simplement m'en aller et ne plus jamais regarder en arrière. J'avais si incroyablement tort. 6 mois se sont écoulés rapidement. L'ouragan chaotique et épuisant qui avait défini le début de ma trentaine s'était complètement dissipé, laissant place à un horizon dégagé et remarquablement lumineux. Je m'étais pleinement installé dans mes nouvelles fonctions de directeur principal au sein du cabinet de finance d'entreprise. Mon grand bureau d'angle, avec sa vue panoramique imprenable sur la ville animée, était un rappel quotidien de la paix si durement acquise à force d'endurance et d'intégrité. Je construisais enfin une vie qui m'appartenait entièrement, sans excuse. J'ai commencé à dépenser mon salaire confortable à 6 chiffres pour des choses qui m'apportaient une joie et un épanouissement sincères. J'ai beaucoup voyagé en Europe, non pas pour frimer sur les réseaux sociaux avec de fausses voitures de location comme Léo, mais pour apprécier tranquillement l'architecture historique, la nourriture incroyable et le silence profond de l'anonymat. J'ai construit une relation solide, respectueuse et aimante avec Elena, la femme qui m'avait soutenu fermement durant les heures les plus sombres du scandale public alors que tous les autres me tournaient le dos. Mon meilleur ami Marcus et moi faisions des parties de golf coûteuses le week-end, riant de nos années d'université. J'étais enfin profondément et fondamentalement heureux. Mais l'univers a une façon bien particulière, et parfois incroyablement cruelle, de régler les comptes en suspens, surtout lorsqu'il s'agit d'arrogance extrême et de cupidité impunie. C'était un vendredi après-midi tranquille lorsque la réceptionniste principale m'a appelé sur ma ligne directe pour m'informer qu'un officier de police attendait dans le hall d'entrée et demandait spécifiquement à me parler. J'ai ressenti une brève décharge d'anxiété dans la poitrine, un réflexe traumatique lié à mes années passées à gérer ma famille, mais je l'ai rapidement réprimé. Je n'avais absolument rien à cacher. Ma conscience et mes relevés financiers étaient parfaitement propres. Je suis sorti dans le hall et j'ai rencontré le détective Vance. C'était un enquêteur chevronné et perspicace de la division des délits financiers de l'État, vêtu d'un costume froissé. Il a montré son insigne de métal, a demandé quelques minutes de mon temps privé et m'a suivi dans mon bureau d'angle sécurisé. Il s'est installé dans l'un des fauteuils en cuir en face de mon grand bureau en acajou, sortant un bloc-notes juridique épais et largement caviardé de sa veste. « Monsieur Miller, je m'excuse pour cette intrusion inattendue. Je viens vous voir au sujet de votre frère cadet, Léo, » a déclaré le détective Vance, son ton parfaitement professionnel, mesuré et neutre. Je suis bien informé de l'histoire financière complexe et très publique entre vous et votre famille concernant la propriété saisie, c'est pourquoi je voulais vous parler directement avant que l'information ne devienne publique localement. Je me suis adossé dans mon fauteuil, joignant les mains. Qu'a donc fait Léo cette fois-ci, détective? Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 6 mois. Nous avons passé les 3 derniers mois à démêler minutieusement ses comptes d'entreprise et ses transferts bancaires, a expliqué Vance, feuilletant lentement ses notes manuscrites. La prétendue entreprise d'investissement immobilier de Léo, celle dont il affirmait qu'elle construisait des condominiums de luxe, était totalement fictive. Il n'a jamais acheté légalement la moindre propriété commerciale. Il n'a jamais développé de terrain. Il n'a même pas demandé de permis de construire. Toute son opération, de haut en bas, était une chaîne de Ponzi classique et hautement illégale. J'ai laissé échapper un long soupir,
le regard tourné vers la fenêtre. J'avais toujours su que Léo était un menteur pathologique et un irresponsable financier, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait l'audace d'orchestrer une entreprise criminelle fédérale d'une telle envergure. Il sollicitait activement des centaines de milliers de dollars auprès d'investisseurs privés fortunés dans le quartier résidentiel de vos parents, a poursuivi Vance, détaillant la réalité effrayante de la fraude. Où est-il maintenant, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse pathétique au fond de moi. Le détective Vance a soupiré profondément, fermant son carnet. Il a complètement disparu. Dès que les principaux investisseurs ont commencé à exiger de voir les actifs physiques, à demander des audits des comptes et à menacer de poursuites judiciaires majeures, Léo a paniqué. Il a liquidé l'argent restant dans des comptes fictifs, l'a retiré sous forme de chèques de banque intraçables et a fui l'État. Nous avons actuellement plusieurs mandats d'arrêt fédéraux contre lui, mais il s'est évaporé dans la nature. C'est un fugitif. La lâcheté absolue de tout cela était stupéfiante, mais tout à fait prévisible pour un homme qui n'avait jamais affronté la moindre conséquence dans sa vie. Et mes parents, ai-je demandé, ma voix plate, maintenant mon détachement professionnel malgré le choc. C'est la partie tragique, monsieur Miller. Ils font actuellement face à une vague de litiges civils massive et incroyablement agressive, a répondu Vance d'un ton sombre. Comme Léo a utilisé leur ancienne adresse personnelle comme siège social sur tous les documents officiels, et comme ils ont co-signé plusieurs de ses premiers documents financiers pour lui donner une apparence de crédibilité auprès des voisins. Les investisseurs floués et furieux se retournent légalement contre eux pour tenter de récupérer leurs pertes colossales. Vos parents font face à une ruine financière irréversible, à une faillite complète et à une responsabilité juridique secondaire potentielle pour complicité. Léo n'avait pas seulement brûlé leur maison. Il avait délibérément et malicieusement mis le feu à la terre sous leurs pieds avant de s'enfuir dans la nuit. Il laissait ses parents âgés et vulnérables affronter la colère impitoyable des personnes qu'il avait dépouillées sans scrupule. Il était l'enfant prodige. Il était le brillant visionnaire qu'il m'avait sacrifié pour protéger. Et son ultime acte d'amour avait été de les abandonner complètement au loup de la justice pour sauver sa propre peau. Le détective Vance m'a remercié pour mon temps, m'a serré la main fermement et a quitté le bureau. Je suis resté assis seul dans le bourdonnement calme de la climatisation. En regardant par la fenêtre, j'ai ressenti un sentiment profond de finalité. La destruction totale de l'imposteur était achevée, orchestrée par sa propre cupidité et son arrogance incontrôlable. Je ne ressentais aucune joie triomphante ni aucun plaisir mesquin. Je ressentais seulement un immense soulagement d'avoir brisé ces chaînes toxiques avant que le navire ne sombre définitivement au fond de l'océan. Je pensais que le silence durerait toujours. J'avais tort. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais confortablement assis dans mon salon silencieux à lire un roman, mon téléphone personnel a sonné. L'écran affichait un numéro local inconnu, mais mon instinct profondément ancré m'a immédiatement dicté qui se trouvait à l'autre bout du fil. J'ai fixé l'écran lumineux. J'ai laissé sonner 3 fois avant d'appuyer enfin sur le bouton vert, acceptant l'appel, et j'ai porté lentement le téléphone à mon oreille. David. C'était ma mère. Sa voix semblait incroyablement faible, frêle et totalement vaincue. Elle n'avait plus rien de l'arrogance exigeante et du ton impérieux qu'elle avait l'habitude d'employer. C'était le son obsédant d'une femme qui avait enfin été violemment forcée de regarder en face la réalité dévastatrice qu'elle avait passé des années à nier farouchement. « Bonjour, maman », ai-je répondu, ma voix calme, maintenant une barrière émotionnelle impénétrable. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je ne lui ai pas proposé de réconfort. Nous logeons actuellement dans un motel bon marché sur l'autoroute, près de la limite du comté, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant sous le poids immense de sa réalité terrifiante. Les avocats de la défense ont pris le peu d'économie qu'il nous restait pour contester les poursuites des investisseurs. Les tribunaux ont gelé nos comptes restants. Nous avons absolument tout perdu, David. Tout a disparu. Je suis resté assis dans un silence absolu, attendant. Pendant 10 ans, ce genre de préambule familier était toujours suivi d'une demande d'argent démesurée. C'était toujours suivi d'une tactique de manipulation émotionnelle, d'une demande de résoudre l'insoluble. Mais cette fois-ci, la dynamique avait définitivement changé. J'avais toutes les cartes en main, et elle le savait. Léo est parti, a-t-elle sangloté, l'agonie brute de sa souffrance évidente dans sa respiration saccadée. Il est parti au milieu de la nuit. Il a complètement changé de numéro de téléphone. Il nous a abandonnés ici pour faire face aux enquêteurs de la police et aux gens furieux qui réclament leur argent. Il n'a même pas laissé un mot.
Il a simplement fait ses bagages et a disparu. Nous lui avons donné toute notre vie, David. Nous lui avons donné tout ce que nous possédions et il nous a laissé tomber ainsi. Ma poitrine s'est légèrement serrée, non pas sous le coup de la culpabilité, mais sous l'effet d'une clarté profonde et indéniable qui m'a envahi. La vérité brutale et absolue était enfin prononcée à haute voix entre nous. L'enfant chéri était un monstre, et ce sont eux qui l'avaient nourri. Je suis sincèrement désolé que les choses en soient arrivées là, ai-je dit, mon ton calme, objectif et exempt de toute pitié. Mais je vous avais prévenu. Je me suis tenu dans votre cuisine et je vous ai montré les documents bancaires physiques. Je vous ai montré la signature falsifiée. Vous avez choisi de fermer les yeux, de le qualifier d'ambitieux et de me dire de me taire. C'est le résultat direct et inévitable de ce choix. Elle a pleuré beaucoup plus fort, le son de son profond regret résonnant à travers le haut-parleur du téléphone. Je ne t'appelle pas pour te demander de l'argent, David. Je sais que nous n'avons absolument plus le droit de te demander quoi que ce soit. Nous avons gâché cela. Je voulais juste. J'avais besoin de te dire que je suis tellement désolé. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas vu. Je suis désolé d'avoir pris ton grand cœur généreux pour acquis. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. S'il te plaît, peux-tu trouver au fond de ton cœur la force de nous pardonner pour ce que nous t'avons fait? J'ai fermé les yeux, prenant une inspiration lente et profonde, sentant le poids de la dernière décennie reposer sur mes épaules. J'ai repensé aux 15 000 $ dépensés pour la chirurgie cardiaque d'urgence de mon père pendant que je me nourrissais de nouilles instantanées. J'ai repensé aux 30 000 $ gâchés pour les frais de scolarité fictifs de Léo pendant qu'il faisait la fête à Canquin. J'ai repensé à la promotion massive à Chicago que j'avais sacrifiée parce que tante Sylvia m'avait culpabilisé. Et j'ai repensé à ce dîner de famille où ils avaient fièrement et joyeusement remis le travail de ma vie à un criminel, en me disant que je me débrouillerais très bien tout seul. Je vous pardonne, ai-je dit doucement. Et je le pensais sincèrement. Garder en soi la rancœur ne fait que brûler ses propres mains. Le pardon n'était pas une façon de les dédouaner, c'était la libération ultime de leur pouvoir toxique sur mon esprit. Merci, a-t-elle murmuré, semblant reprendre un infime espoir, se raccrochant aux branches. Est-ce qu'on peut se voir juste pour un café? Ton père veut s'excuser lui aussi. Non, ai-je répondu, ma voix ferme, résolue et sans aucune hésitation. Je vous pardonne, mais je ne vous laisserai absolument pas revenir dans ma vie. Les dommages émotionnels et financiers que vous avez causés sont trop profonds. Vous avez fait votre choix ultime en le choisissant lui plutôt que moi. Je vous souhaite bonne chance pour régler vos affaires avec les avocats. Mais ma porte vous est définitivement fermée. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre supplication éplorée. J'ai bloqué ce numéro inconnu, j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table basse en bois et j'ai expiré profondément. Mon père n'a jamais appelé. Son orgueil obstiné et profondément toxique, son refus absolu d'admettre son échec catastrophique en tant que père de famille sont restés plus forts que toutes les paroles. Je me suis approché de la grande baille vitrée, observant les lumières vibrantes d'Omaha scintiller dans l'obscurité paisible. Pour la première fois de mon existence, je me sentais incroyablement léger, totalement libéré des attentes toxiques de ma lignée. Ce voyage brutal et douloureux m'a enseigné la leçon la plus difficile et la plus vitale qu'une personne puisse apprendre. La famille ne signifie pas automatiquement devoir donner toute sa vie, sa santé mentale ou son avenir financier à quelqu'un. Le concept de loyauté par le sang est bien trop souvent utilisé comme une arme de manipulation par ceux qui refusent d'assumer la responsabilité de leurs propres actions désastreuses. Fixer des limites solides n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte fondamental de survie humaine. Les mensonges destructeurs de Léo et les demandes incessantes de mes parents m'ont clairement montré que l'amour véritable ne devrait jamais s'accompagner d'un prix financier. Il ne devrait jamais exiger la destruction complète de vos propres rêves pour réchauffer quelqu'un d'autre. J'ai choisi de me protéger, et ce faisant, j'ai sauvé ma propre vie. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire au sein de votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous éloigner des personnes qui vous ont élevé pour protéger votre propre paix et votre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.